messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver aux 19h de ce 13 novembre. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu aujourd'hui la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naledi Pandor, en visite officielle en Algérie. Lors de cette rencontre, l'accent a été mis sur les relations historiques, étroites et séculaires entre les deux pays, amis en sus de l'impératif de leur promotion à une coopération englobant divers domaines pour être à la hauteur de ces relations privilégiées. L'entretien a été marqué par une convergence de vues des deux pays sur les différents défis et questions régionales et internationales, notamment en ce qui concerne les causes palestiniennes et sahraouies. Je vous invite à écouter la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération. J'ai eu l'honneur aujourd'hui d'être reçu par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est la première visite d'un ministre sud-africain en Algérie depuis l'élection du président Tebboune. L'Algérie et l'Afrique du Sud entretiennent des relations d'amitié et de coopération solides. Lors de mon entretien avec le ministre Ramtan Lamamra, nous nous sommes entendus sur l'impératif de développer davantage nos relations dans tous les domaines, notamment les volets économiques et politiques. L'Algérie et l'Afrique du Sud peuvent jouer un rôle important dans le continent africain au vu de leur lutte contre le colonialisme et leur histoire commune. Car l'Algérie et l'Afrique du Sud connaissent bien le véritable sens de la liberté. Nous espérons que d'autres peuples, à l'instar du peuple palestinien et sahraoui, puissent en jouir également. Nous devons œuvrer au sein de l'Union africaine à consacrer les principes de liberté et d'autodétermination pour tous les peuples africains. Comme je l'ai dit auparavant, l'Algérie et l'Afrique du Sud entretiennent des relations fortes basées sur les mêmes principes et les mêmes valeurs pour lesquelles a longtemps milité le président Nelson Mandela et tous les présidents algériens. Nous allons œuvrer à poursuivre sur la même lancée pour renforcer les relations qui lient nos deux pays, cette amitié qui devra donner naissance à des relations économiques et politiques fortes qui profiteront à tous les pays africains. La destruction et l'anarchie en Libye, conséquence de l'avidité de certains pays étrangers qui aspirent à spolier les richesses de ce pays, ce qui en a fait un foyer de tension, chose que nous rejetons. C'est pour cela que l'Algérie et l'Afrique du Sud soutiennent les pays africains afin de trouver des solutions pacifiques à leurs conflits, solutions interafricaines. Il est temps que les pays africains sur eux-mêmes et luttent pour leur propre intérêt. Durant cette rencontre, nous nous sommes entendus sur l'importance de mettre en place une coopération continue entre les jeunes Africains afin d'unir les peuples du continent. Les dirigeants africains ont toujours milité pour cela et la nouvelle génération se doit de porter le flambeau. La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération a également tenu une séance de travail avec son homologue algérien Ramtan Lamamra, une séance qui s'est élargie aux délégations des deux pays par la suite. Et cette information représentant le président de la République, Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, prendra part demain à la cérémonie d'ouverture de la 17e édition de l'exposition d'aviation de Dubaï 2021. Le Premier ministre présidera la cérémonie de célébration de la Journée nationale de l'Algérie à la place Al-Wassal au niveau de l'exposition Expo 2020. Il visitera à l'occasion le pavillon Algérie. Le Premier ministre sera accompagné d'une délégation ministérielle composée de la ministre de la Culture et des Arts, Wafa Chalel, du ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamal Zik, et du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yassine Hamadi.
Retour à présent sur la conférence internationale sur la Libye qui s'est soldée hier sur une série de recommandations. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, y était représenté par le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger. Lors de son allocution, Al-Amamra réitéré l'appel de l'Algérie à l'adresse de toutes les parties étrangères à respecter la souveraineté de la Libye, son intégrité territoriale et l'indépendance de ses décisions. Le chef de la diplomatie algérienne a fermement condamné la poursuite des ingérences étrangères et l'implication de certaines parties étrangères dans la violation de l'embargo sur les armes, en dépit de leur engagement aux conclusions des 2 conférences de Berlin et des résolutions du Conseil de sécurité. Al-Amamra a également insisté sur le fait que la solution permanente, inclusive et définitive à la crise libyenne maintes reprises par le président de la République saurait venir qu'à la faveur d'un processus consacrant le principe de l'appropriation nationale. L'homme d'Al-Amamra est revenu sur l'impératif du respect des élections générales en Libye, prévues courant décembre prochain. Un rendez-vous devant consacrer la volonté et la souveraineté du peuple libyen. Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne s'est félicité du plan d'action de la commission militaire mixte pour le retrait des combattants étrangers et des forces étrangères. Et enfin, Al-Amamra a appelé à ce que l'Algérie, a rappelé plutôt que l'Algérie demeure disposée à contribuer de concert avec l'Union africaine à la réussite de la réconciliation libyenne pour retrouver sa place naturelle sur la scène internationale. Et en marge de la conférence, le ministre des Affaires étrangères a rencontré Yael Lamper, la sous-secrétaire d'État américaine en charge du Proche-Orient. On les écoute. Ce fut un réel plaisir de m'entretenir encore une fois avec le ministre des Affaires étrangères et de prendre le temps d'aborder et de discuter d'un ensemble de questions d'intérêt commun, dont la plus importante est la situation libyenne qui a été au cœur de la conférence d'aujourd'hui. Nous avons réaffirmé notre soutien aux prochaines élections en Libye, mais également à l'impératif du retrait des mercenaires, comme cela a été longuement débattu durant cette conférence. Today and by so many foreign leaders who came together here today to discuss our shared interest in supporting the Libyan people during this period. Algeria is an extremely important partner for us. L'Algérie est un partenaire très important pour nous. Nos relations sont fortes et solides. Ce fut un réel plaisir de discuter des différents aspects aujourd'hui. It was great to discuss the many aspects of it with the foreign minister. I very much appreciate having that opportunity today on the margins of this conference. Les gens vont être engagés pour accompagner les Libyens vers le résultat espéré. Et nous allons, naturellement, en tant que pays voisin, avoir beaucoup d'engagement avec les Libyens eux-mêmes, mais aussi avec nos partenaires internationaux qui jouent un rôle si important, notamment les États-Unis d'Amérique, naturellement. Et nous avons pris des dispositions pour que nos spécialistes, nos experts qui suivent au jour le jour les questions de développement en Libye puissent se consulter rapidement. Et nous allons également avoir des contacts de haut niveau que nous allons programmer pour les prochaines semaines et les prochains mois. Et toujours en marge de la conférence sur la Libye, le ministre des Affaires étrangères a tenu des séances de travail et rencontres avec les représentants de pays. Il s'agit de consolider notre engagement commun à accompagner, aider les frères libyens à rétablir la stabilité, relancer le développement et permettre à la Libye de retrouver sa place naturelle au niveau continental et international, a affirmé Al-Amamra. Voilà pour cette rencontre internationale sur la Libye. Dans l'actualité, également cette installation au nom du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-major Mohamed Salah Ben Bicha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, a présidé la cérémonie d'installation du général Titouche Nabil Youssef dans les fonctions de chef du département transmission, système d'information et guerre, électronique, et le général Abdou Abdelaziz dans le directeur de l'administration et des services communs du MDN, des
avec Ahmed Siridir. Au nom du président de la République, suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, le général-major Mohamed Ben de la Défense nationale, présidé aujourd'hui la cérémonie d'installation officielle du général Titus Nabil Youssef dans les fonctions de chef du département transmission, système d'information et guerre électronique en remplacement de feu général-major Bedjrit Farid ainsi que du général Abdou Abdelaziz dans ses fonctions de directeur de l'administration et service commun du ministère de la Défense nationale en remplacement du général-major Fokrani Abderrahman. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et selon le décret présidentiel du 4 novembre 2021, j'installe officiellement le général Titus Nabil Youssef dans les fonctions de chef du département transmission système d'information et guerre électronique en remplacement de feu général-major Bedjrit Farid et le général Abdelaziz Abdou dans ses fonctions de directeur de l'administration et des services communs du ministère de la Défense nationale en remplacement du général-major Abderrahman Mokrani. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence des chefs de département, du contrôleur général de l'armée, des directeurs et des chefs de service du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'armée nationale populaire. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a donné des orientations et des instructions aux cadres portant sur la nécessité de la poursuite des efforts pour atteindre les objectifs tracés par le haut commandement et aussi la préservation des matériels et des équipements mis à disposition, ainsi que le maintien d'une disponibilité permanente. Enfin, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a signé les procès-verbaux de la passation de pouvoir. Poursuite autour du projet de loi de finances 2022 aujourd'hui à l'Assemblée populaire nationale, une séance présidée par le président de l'Assemblée Brahim Bouani. Le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abderrahman a répondu aux préoccupations du président des groupes parlementaires. Le passage aux subventions ciblées était au cœur de l'intervention du matin. Selon le Premier ministre, l'Algérie ne renonce pas au rôle social, expliquant la démarche de l'État. Les transferts sociaux de l'exercice 2022 s'élèvent à 942 milliards de dinars, soit 8,4% du produit intérieur brut. Le fait d'avoir consacré ce montant dans le projet de loi de finances 2022 prouve que l'État ne renoncera pas à son rôle social tout en s'employant à assurer le ciblage des véritables bénéficiaires des subventions. Il y a mal entendu le passage des subventions généralisées aux subventions ciblées prévues dans le projet de loi de finances 2022. Les subventions dont la valeur s'élève à 17 milliards de dollars ne profiteront plus aux indus bénéficiaires et autres intermédiaires qui ont saigné l'économie nationale en bénéficiant de ces transferts. Les fonds récupérés sur les surplus de subventions sociales de l'État et le ciblage des véritables bénéficiaires seront affectés à d'autres secteurs comme la santé et l'éducation et serviront à la revalorisation des salaires. Nous définirons ensemble le mécanisme de mise en œuvre de l'article 187 relatif à la mise en place d'un dispositif national de compensation monétaire au profit des ménages qui y sont éligibles. Ces mécanismes sont mis en place dans le cadre d'un comité devant se charger de l'examen des modalités permettant de passer de la subvention généralisée au système de compensation monétaire au profit des véritables bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés, nous sommes la nouvelle, ce n'est plus vous et nous, mais nous ne formons qu'un. Coopération à présent dans le cadre de la concrétisation de la coopération militaire algéro-russe. Une escadre de navires de guerre de la flotte russe a posté hier au port d'Alger. Il s'agit notamment de la frégate amiral Grigorovitch et le patrouilleur Dmitri Rogatchev. Cette escadre effectuera un exercice commun 2021 avec des unités de soutien de nos forces navales jusqu'au 20 novembre. L'exercice comprend des manœuvres tactiques, des exercices
interpellations et prises d'assaut de navires suspects, la lutte contre des embarcations ennemies, en plus la recherche et le sauvetage en mer. Ces manœuvres visent à renforcer la coordination entre les deux pays. Et la délégation russe a été reçue par le commandant de la façade maritime contre Nourdine Qaïd. Le nouveau ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, aujourd'hui ses fonctions en remplacement d'Omar Belhimel suite au remaniement ministériel partiel opéré jeudi par le président de la République, Abdelmajid Tebboune. Bouslimani a déclaré que la responsabilité de diriger ce secteur sensible est très lourde. On l'écoute. La confiance placée en dans le secteur de la communication est très importante et lourde, malgré les efforts consentis auparavant en tant que cadre dans le secteur auquel je double l'effort pour m'acquitter de cette tâche importante et relever les défis majeurs. Le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a pris ses fonctions au remplacement de Abdelrahman. S'exprimant de la cérémonie de passation des pouvoirs tenue au siège du ministère, le nouveau ministre a affirmé sa disponibilité à travailler d'arrache-pied dans la gestion de ce secteur. Je vous invite à l'écouter. Je remercie le président de la République pour la confiance qu'il a placée en pour assurer les missions d'un secteur très important et sensible et qui est en relation directe avec le citoyen. Je m'engage pour que le secteur puisse accompagner tous les secteurs, notamment le secteur économique, en vue de contribuer à la relance du développement, mais aussi à la création d'emplois. Chose pour le nouveau ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Hanni, qui a pris ses fonctions au remplacement de Abdelhamid Hamdani, assurant qu'il poursuivra les efforts déjà consentis par ses prédécesseurs pour le développement de ce secteur stratégique. On l'écoute. Je remercie le président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour la confiance qu'il a placée en ma personne en me désignant à la tête du ministère de l'Agriculture, qui est un secteur important et stratégique. Un secteur important et stratégique pour le développement de l'économie nationale et la prospérité sociale. Je suis déterminé à atteindre les objectifs tracés par le gouvernement pour le développement de ce secteur. Dans l'actualité, élection du 27 novembre, 10e jour de campagne ce samedi, les candidats sillonnent les 4 coins du pays à la rencontre d'électeurs potentiels. L'économie, le développement local, l'unité nationale et d'autres sujets ont été abordés lors des meetings et rencontres de proximité des candidats. Résumé de la journée d'hier avec Alaouf Bouch. Le secrétaire général du parti Al-Karama a affirmé depuis Relizane que les listes de sa formation politique s'engagent à répondre aux doléances effectives des citoyens et de leur trouver des solutions appropriées. Le premier secrétaire du FFS, Youssef Aouchiche, a appelé depuis Sétif à l'impératif d'ouvrir grand la voie aux initiatives et à toutes les énergies pour l'édification de l'Algérie nouvelle, à laquelle aspiraient les Chouhada, et à se dresser en rempart contre les tentatives de déstabilisation du pays et d'atteinte à l'unité nationale. Toujours à Sétif, où le président par intérim du mouvement Al-Islah, Faisal Boussedraya, a estimé que le prochain rendez-vous électoral est une occasion pour corriger les dysfonctionnements au niveau des assemblées élues afin de booster le développement local, appelant à ce que les APC situés dans des zones déshéritées et enclavées bénéficient de leur part des programmes de développement. Depuis Tiaret, le secrétaire général du parti du RND, Taïeb Zitouni, a appelé à prioriser la relance de l'investissement, créateur d'emplois dans la mission des élus, en facilitant aux opérateurs économiques l'accès aux fonciers industriels et aux financements pour la wilaya aux banques, tout en insistant sur la réhabilitation des zones industrielles et des activités économiques. Le président du Front Al-Mustaqbel, Abdelaziz Bel'Aid, a indiqué depuis Sétif que l'Algérie a besoin de tourner la page de 20 ans de crise économique afin de s'orienter vers une réelle relance, mettant l'accent sur la nécessité de réconcilier tous les Algériens, de s'éloigner des
de resserrer les rangs et bâtir une Algérie forte. Dans le même sillage, le président du mouvement Al-Bina, Abdelkader Benguerima, a appelé lors d'un rassemblement populaire à Betna à redonner aux élus des APC et des API toutes leurs prérogatives, ce qui contribuera à booster le développement local et à répondre de manière objective et transparente aux préoccupations des citoyens. Le président du MSP, Abdelzer Makri, a affirmé à Constantine que les candidats de sa formation politique œuvrent en faveur de l'épanouissement des citoyens de leur région. Il a appelé pour un développement équitable permettant l'amélioration de leurs conditions de vie, loin de l'injustice, souvent à l'origine des maux affectant tout progrès. Le président du parti Sawt Chab, Lamine Ousmani, a affirmé à Oran que l'Algérie avait besoin de tous les enfants, sans exception, et que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Il a déclaré que l'Algérie, qui a besoin de tous ses enfants sans exception, appelle les nationalistes à préserver le legs de l'indépendance. À l'étranger, il y a un an, jour pour jour, l'occupant marocain a violé le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 au Sahara occidental. Les manifestants pacifiques sahraouis avaient été réprimés dans le sang. El Guerguerat occupé. Depuis, l'armée de libération sahraoui multiplie les opérations militaires le long du mur de la honte. Celles-ci sont accompagnées d'efforts diplomatiques denses et des camouflés côté marocain. Amel Bouakba. Le 13 novembre 2020, l'occupant marocain piétine à nouveau la légalité internationale et déclare la guerre au Sahara occidental, marquant ainsi une transgression par le Merzen du cessez-le-feu avec Franck Polisario, signé le 6 septembre 1991 sous la supervision des Nations Unies. Ce jour-là, les forces de l'occupation marocaine agressent des civils sahraouis venus réclamer la fermeture d'une brèche illégale érigée dans la zone tampon d'El Guerguerat en violation de la trêve. Cette agression illustre le paroxysme de l'entêtement du Maroc et sa défiance pour la communauté internationale durant près de 30 ans, replongeant le territoire sahraoui dans une guerre et suscitant un véritable tollé international. La guerre au Sahara occidental entre ainsi dans sa deuxième année consécutive et depuis, le Maroc essuie une série de revers des plus cinglants, surtout après la normalisation un mois plus tard de ses relations avec sioniste en échange d'une reconnaissance par l'ex-président américain de la prétendue souveraineté du royaume sur le Sahara occidental que son successeur remettra en cause. L'administration Biden a ainsi dit soutenir un processus politique crédible au Sahara occidental conduit par les Nations Unies. De même, toutes les organisations internationales ne reconnaissent au Maroc aucune souveraineté sur le Sahara occidental, dont la Cour internationale de justice et la Cour de justice de l'Union européenne. En effet, fin septembre, le tribunal de l'Union européenne a annulé 2 accords sur la pêche et l'agriculture liant le Maroc à l'Union européenne et étendu au Sahara occidental occupé. Cependant, les efforts visant à parvenir à une solution juste et durable piétinent, notamment après le vote par le Conseil de sécurité d'une résolution de prorogation du mandat de la MINURSO, vivement critiquée et jugée partiale par plusieurs membres du Conseil de sécurité. À l'heure actuelle, l'attention se tourne vers le nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, Staffan de Mistura, qui a pris ses fonctions le 1er novembre dernier. De même, les appels se multiplient pour la reprise d'un dialogue direct entre le Front Polisario et le Maroc, et en vue de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination. Des manifestations de soutien au peuple sahraoui ont été organisées aujourd'hui à Madrid. Des milliers de personnes ont battu le pavé pour réclamer du gouvernement espagnol une attitude claire et ferme concernant l'occupation illégale du Sahara occidental par le Maroc. La marche initiée par la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a commencé au centre de la capitale espagnole. Des slogans tels que l'autodétermination maintenant ou encore l'ONU doit obliger le Maroc à respecter le droit international étaient brandis et répétés par les manifestants. Retour dans le pays pour parler du projet APA Algérie qui est en élaboration. Il concerne l'accès aux ressources génétiques et le partage équitable de leur utilisation. Vous l'aurez compris, il s'agit de biodiversité, un cadre juridique qui prend les spécificités de l'Algérie en compte. Malika Bellel.
L'élaboration d'une stratégie nationale et d'un cadre juridique sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation nécessite avant tout un diagnostic précis du stock naturel dont dispose notre pays. Nous avons beaucoup travaillé afin d'adapter le protocole Nagoya en Algérie. Ses avantages et son lien avec la diversité biologique. Nous avons réussi à identifier ce protocole. Actuellement, nous avons commencé à travailler surtout sur le volet juridique. Préserver les connaissances traditionnelles et les compétences aide à mieux prendre soin des ressources génétiques, mais aussi les droits intellectuels. Plusieurs pays se sont précipités pour valider le protocole Nagoya sans prendre en considération les conditions de partenariat. Nous espérons que l'Algérie va arriver à moderniser le cadre juridique afin d'arriver à corriger certaines erreurs. Ces ressources disposent d'une grande valeur économique dans les pays qui les utilisent en industrie. Ici, en Algérie, on ne donne pas une grande importance à ces ressources animales et végétales. Le projet APA va permettre de protéger et d'exploiter ces ressources. Le projet vise à activer le potentiel des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles en Algérie afin de générer les avantages économiques en faveur du développement durable, notamment pour les populations locales. Pour terminer, on vous propose une immersion dans l'univers magique des anciens objets, des trésors qui passent souvent entre les doigts d'experts restaurateurs, gardiens de notre mémoire collective. Et c'est Samira Hadjamal qui nous guide à travers ce voyage. Les mariages et tout, et là pour le protéger, il mettait ce cache-là. C'est une pièce qui est vraiment rare et c'est typiquement algérois. Brocanteur, antiquaire et par extension restaurateur de anciens. Voilà la vocation par passion de Tariq Amreoui que nous avons rencontré dans son atelier boutique. De son métier et de cet univers chargé d'histoire en histoire, il nous dit tout. Moi, je suis amoureux de tous ces objets. Moi, l'antiquité, je suis amoureux des antiquités. Quand on attrape un objet, c'est des objets qui ont plus de 100 ans, 110 ans, 120 ans. Et je me dis, cet objet, s'il pouvait dévoiler les secrets qu'il a passés dans sa vie, il est actuellement dans mes mains, c'est toute une histoire. Le cristal en luminaire, en lustre ou en ornement, c'est ça les premiers coups de cœur de Tariq. Et depuis, il en a fait son terrain de prédilection. La chose que je préfère, c'est les lustres en cristal. Parce que les lustres en cristal, c'était les premiers lustres qu'ils ornaient les châteaux, ils ornaient les grandes maisons, les grandes demeures. Et après, il y avait des époques. Voilà, on changeait d'époque. Et il y avait l'époque Art déco, il y avait l'époque des années 70, moderne, il y avait pas de vintage, mais le cristal reste la chose la plus belle. Des chaussures, des sacs, du mobilier, des toiles, en cuivre, en argent, en fil d'or, des trésors pour quel collectionneur? Si on revient 40 ans, 50 ans en arrière, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Il y avait de plus belles pièces avant. Maintenant, c'est goutte à goutte, mais kiff. Avant, il y avait toujours des pièces. Parce que tout le monde vendait, toujours il y avait des pièces. Et les gens collectionnaient. C'était des collectionneurs. Maintenant, il y a des gens qui sont passés dans le vintage. Le vintage, oui, c'est un truc qui est beau. Le vintage, le moderne, il a existé déjà en Amérique les années 60-70. Voilà. Il mettait une banquette, un sofa, voilà, un sofa. Mais il y avait deux fauteuils Louis XV en face, avec une table en bronze. Là, on marie l'ancien avec le nouveau. Mais là, ici, c'est directement nouveau, voilà, tout plat, nouveau, là. Dans cet espace hors du temps, où les époques se mêlent aux tendances, une véritable caverne d'Ali Baba. Pourtant, les matériaux nécessaires à leur restauration se font rares. Pour être antiquaire, il faut avoir le titre d'expert. Chose qu'on n'a pas ici. Mais toutes les pièces qu'on a, c'est des pièces anciennes, voilà. Qu'on ramène et qu'on restaure et qu'on redonne vie. Et qu'on les met en vente, bien sûr, qu'on achète. Des fois, c'est chez des gens, des fois chez des marchands, des fois, on les achète à Ruisseau, des fois, c'est des maisons, des fois. Tout dépend où on trouve la pièce. Mais on se considère comme brocanteur. Marchand d'art, un métier de passionné avec des aspirations. Il faudrait juste une certification d'expert reconnu, la formation, le pour que le métier prospère.
Avec ce de notre journée, merci de l'avoir suivi. Excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.